Et donc, est-ce que Tal, Wilfried, Lies, vous pouvez un petit peu nous expliquer, chacun depuis votre poste d'observation, donc Tal en tant que philosophe, spécialiste aussi des enjeux de domination, Wilfried en tant que sociologue, spécialiste des primes socialisation, Lies Loufoque en tant que éducateur et aussi ayant un vécu d'enfant saisi par les institutions, donc qui a peut-être une sensibilité particulière sur la politisation de l'enfance. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu en quoi les enfants sont des objets politiques et si aujourd'hui il n'y a pas un vrai enjeu politique à la définition de l'enfance justement pour que on puisse avancer sur la question de la place des enfants dans notre société. Tal, peut-être, est-ce que tu veux commencer? D'accord. Bah, effectivement, moi, je réfléchis à cette question du point de vue de ma discipline qui est la philosophie et du point de vue de la philosophie politique en particulier. Et en fait, en travaillant sur ma thèse, ce dont je me suis rendu compte, c'est qu'il y a eu historiquement une partition qui s'est faite autour des théories du contrat social en philosophie, donc autour du 17e, 18e, où en fait, il y a une division stricte entre la sphère du politique qui serait une sphère contractuelle, artificielle et entre êtres égaux, et la sphère du privé ou du familial qui serait une sphère qui mettrait en lien des êtres avec des capacités différentes et une sphère qui serait considérée comme naturelle. Et donc, j'essaie voilà, de revenir sur cette partition parce qu'en en fait, il ne s'agit pas de dire évidemment que les enfants ne sont pas pris en permanence dans notre société dans des réseaux institutionnels politiques. Ils sont régis par voilà, un statut de minorité, ils ont une existence au sein de leur famille, au sein de l'école, et tout ça est bien sûr pris en charge par des institutions qui sont des institutions politiques. Mais par contre, ce qui est enfin, peut-être que la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que ça voudrait dire avoir nous-mêmes adopté un rapport politique à l'enfance. Et voilà, pour moi, le point un peu nodal, c'est cette appréhension de l'enfance comme, ou en tout cas de l'institution familiale comme une institution qui serait naturelle. En philosophie, l'analyse de l'opération de naturalisation, enfin de dire qu'une institution est naturelle, a souvent pour fonction de l'essentialiser et de la rigidifier. C'est-à-dire qu'une fois qu'on dit que il est naturel que les enfants soient éduqués par des parents, soient protégés contre un ordre extérieur menaçant, on va avoir tendance à arrêter en fait la remise en cause et la transformation. Et donc, voilà, pour moi, en tout cas, la manière dont j'essaie de l'aborder dans ma thèse, c'est de se dire, en fait, est-ce qu'on pourrait remettre en cause cette partition entre une sphère du privé, qui est la famille, et une sphère du politique, qui est celle, en fait, donc des êtres majeurs égaux, et qu'est-ce que ça aurait comme signification? Et est-ce que dans cette logique, il me semble que dans tes travaux, tu as aussi une critique un peu du prolongement de l'hypothèse naturaliste, c'est cette idée de l'idée qu'on appelle développementaliste, c'est-à-dire l'idée que l'enfant est un adulte en devenir. Tu as aussi un propos critique sur cette approche-là? Oui, bah, en fait, effectivement, la naturalisation de l'enfance, elle prend différentes formes. Une des premières formes, c'est de considérer que la famille est une institution, est l'institution la plus adaptée, et un certain modèle familial serait l'institution la plus adaptée pour prendre en charge l'enfance. Mais ce système logique, il découle du fait que l'enfant est considéré comme un être fragile, vulnérable et immature. Et effectivement, c'est une forme qui aujourd'hui est une manière d'aborder l'enfance qui est très répandue, mais en fait qui historiquement est très située. C'est vrai qu'on a tendance à réfléchir à l'enfance à l'aune des psychologies du développement. Donc de considérer que l'enfant est un être naturel et un être plus fragile, mais l'enfant va se développer pour acquérir en fait des capacités rationnelles et donc c'est la théorie de Piaget qui va rationaliser ça. Mais on va concevoir effectivement un ensemble de stades par lequel l'enfant va passer. Et le but ultime, le modèle en fait visé, c'est celui de l'adulte qui serait en pleine mesure de ses facultés. Et donc effectivement, l'enfant et pas considéré comme un être totalement terminé. Il y a cette idée d'incomplétude. Mmh. Merci Tal. Alors peut-être que Wilfried, tu veux aussi Pour prolonger, ajouter, prolonger, tout à fait.
Pas trop long, c'est-à-dire, je pense qu'effectivement, cette base, elle est importante, en fait, à la fois quand on fait des sciences sociales, mais aussi quand on veut politiser, comme tu disais dès le départ, en fait, l'enfance. C'est-à-dire, à la base, ça serait c'est dénaturaliser, ça c'est évident. C'est-à-dire, en gros, si on naturalise l'enfance, je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose. On n'a qu'à suivre, en fait, ce qu'ils nous demandent, en fait, ce que leur corps, en fait, nous demanderait de faire, tel qu'on se le représente, évidemment. Et puis, ça serait bon. Non, donc du coup, peut-être, moi, je dirais simplement que oui, l'enfant, c'est un objet politique parce qu'en fait, c'est un point de vue de sociologue, mais je crois pas seulement, parce que c'est un objet social, c'est-à-dire, il est forcément politique parce qu'il est social. Ce que je veux dire par là, c'est que la vie des enfants, c'est-à-dire à la fois leurs conditions de vie, mais aussi leur manière de mener leur vie, leur comportement, hein, eh bien, sont constamment construits par des relations sociales qui sont à la fois en fait des interactions, c'est-à-dire des relations de face à face, par exemple face à ses parents, des manières qu'ont les parents d'éduquer les enfants, mais aussi des relations plus complexes qui sont ce qu'on appelle les institutions en sociologie, c'est-à-dire en gros voilà, des manières légitimes et instituées en fait de traiter les enfants, de les considérer, de les regarder. Bon. Alors tout ça c'est politique en fait. C'est politique parce que bon déjà ça varie historiquement, donc ça montre bien que ça ne doit pas être voilà, ça doit pas être c'est changeant quoi. Mais donc c'est politique, ça veut dire sans être trop long, mais qu'est-ce qu'on appelle politique? Bon, en fait, quelle que soit la notion qu'on retient pour politique, parce que ça nous emmènerait trop loin, en fait, c'est politique. Hein. Si on définit le politique comme la conflictualité ou la généralité, bon, bah, c'est politique ce que je viens de vous raconter. C'est-à-dire que, par exemple, pour prendre un exemple un peu concret, j'ai parlé des manières de se comporter, j'ai dit qu'elles étaient relationnelles. Pourquoi elles sont politiques? Et ben parce que, par exemple, ces manières de se comporter des enfants, qui procèdent donc de relations, eh bien, par exemple, elles seront politiques parce qu'elles seront, par exemple, conflictuelles. Elles ne seront pas forcément comme ça neutres. Alors, ce que j'ai en tête, par exemple, ça c'est par exemple quand on parle d'intérêt de l'enfant, par exemple, normalement, on devrait imaginer que derrière l'intérêt, il y a souvent aussi des conflits d'intérêts. Bon, ben, on voit bien qu'en termes d'enfance, d'un seul coup, cette logique-là, elle disparaît. C'est-à-dire qu'on naturalise, c'est toujours le même système, hein, c'est le système dont tu as parlé de Tal aussi tout à l'heure, on naturalise l'intérêt de l'enfant et c'est un opérateur de dépolitisation. On se dit, bah, un enfant, au fond, comme un être naturel, ça aurait des besoins, une survie générique. Alors, du coup aussi, ça veut dire qu'il n'y a pas d'enfance différenciée, hein, ça c'est tout enfant. Donc voilà, ça serait une manière, par exemple, de dire que c'est politique, bah, c'est parce que c'est conflictuel. Il y a des enfants qui veulent des choses et puis que ça produit des conflits. Il y a des enfants dont on se dit finalement, ils veulent ça, mais c'est peut-être pas cool, en fait, et donc on les interdit de le faire, etc. Donc voilà. Si on prend des définitions beaucoup plus triviales de politique, et je terminerai là-dessus, ça dépend de la politique, ça dépend de l'action politique, ben on retrouve en fait le fait que, ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que les relations institutionnelles, les relations interactionnelles qui font les enfants, hein, les manières qu'on a d'agir avec eux, les manières qu'on a de les considérer en société, elles procèdent de choses aussi banales, ou enfin aussi triviales, c'est-à-dire que des politiques publiques, du droit, etc. Donc là, vous allez retrouver, par exemple, si je parle d'agir avec les enfants, bah, elles sont instituées. L'exemple, ça serait la fessée. Hein, le débat sur la fessée, il y a un débat proprement politique, des luttes proprement politiques autour de ces questions, qui à la fin bah, vont informer concrètement la vie des enfants par le biais du fait que les interactions avec eux bah, seront régulées par ça. On autorisera ou on interdira la fessée, et c'est des questions politiques, évidemment, ça engage des choses politiques. Et puis, pour ce qui est une autre manière de le dire, si on reste sur cet exemple-là, c'est par exemple, moi j'ai travaillé beaucoup sur les objets de l'enfance. On peut imaginer que cette dimension très matérielle de la vie des enfants, elle est moins politique. Il faut vraiment être loin du réel pour dire ça, mais on peut imaginer qu'on oublie le fait que suivant les milieux sociaux, par exemple, on n'a pas forcément, on n'a pas du tout la même enfance même. Et pour prendre un exemple pour le coup générique, mais vraiment clairement politique, par exemple, il y a des objets sur les petits enfants, il y a des objets qui peuvent manipuler légalement ou non. Par exemple, si vous prenez les objets interdits aux enfants de moins de 36 mois. Voilà. Ça, c'est de la régulation juridique, souvent internationale, européenne, et qui, évidemment, conduit au fait que si on n'a pas le droit de vendre de ce type d'objets aux enfants, et à la fin, ça veut dire qu'ils ne les auront pas en main. Bon, évidemment, il y a des objets plus importants et encore plus politiques que ça, mais c'est pour vous montrer que même sur des petits-enfants et sur des objets banals, il y a cette dimension de structuration politique de l'enfant. Donc, vous avez du politique en avant et après. Et puis, il faudrait peut-être ajouter, mais là, je ne vais pas développer, que c'est politique aussi parce que c'est souvent en infantilisant un certain nombre d'agents sociaux qu'on les dépolitise. Alors, c'est plus complexe, mais je donne ça juste comme une piste, peut-être pour faire réagir d'autres que moi. Mais à commencer par un certain nombre d'enfants eux-mêmes, d'enfants au sens juridique qui sont des mineurs, mais qu'on traite comme s'ils avaient plutôt moins de 3 ans, moins de 5 ans, alors qu'ils en ont 16, 17, par exemple en leur donnant pas le droit de vote.
et évidemment vers d'autres choses, des femmes qu'on infantilise, des peuples qu'on infantilise, etc. On ne développe pas, mais il ne faut quand même pas oublier que cette dépolitisation de l'enfance, par proximité, elle peut avoir des effets de dépolitisation dès l'instant où on traite un certain nombre d'autres agents sociaux comme des enfants. Merci, Will. Alors peut-être que du coup, en gros, ce que l'un et l'autre vous développez dans vos travaux, c'est donc, on peut le dire comme ça, que l'enfance, c'est donc une construction sociale, et que c'est une construction sociale qui, comme d'autres, induit une certaine forme d'infériorisation, et une infériorisation qui passe par des outils très ambivalents, parce que c'est à la fois des formes d'infériorisation qui passent par de la bienveillance en traitant une vulnérabilité spécifique, voire parfois même naturalisée, ou à l'inverse, une crainte des enfants quand on la figure des enfants dangereux à punir, à réprimer, pour les éduquer autrement parce qu'ils ne conviennent pas à la norme qu'on leur fixe. Toi, quand Lies, peut-être quand tu entends ce que... pardon, Tal, tu voulais réagir à ce que je viens de dire? Non. Quand Lies, tu entends le point de vue de Wilfried et de Tal sur attention à l'enfance comme une construction sociale, attention aussi aux pièges de certaines représentations de l'enfance, même des représentations, je dirais, bienveillantes, quand on infantilise, quand on associe automatiquement l'idée de vulnérabilité. Enfin, on a vu tout à l'heure, par exemple, la bande-annonce de l'enfant sauvage. Il nous semblait que, c'est ce qu'on développe dans l'édito pour expliquer un petit peu notre point de départ, mais que l'enfant sauvage est un film qui synthétise bien à la fois toute l'ambivalence des institutions, des professionnels quand ils s'adressent aux enfants. Toi, comment ça résonne en toi, cette idée que l'enfance, c'est une construction sociale, et que la façon dont on la représente, ça peut parfois faire obstacle à la politisation de l'enfance? Alors non, mais déjà merci pour l'invitation. Mais sur cette question, c'est vrai que c'est assez vaste parce qu'il y aurait énormément de choses à dire. Moi, je parlerai surtout en tant qu'ancien enfant placé, puisque la question de la place des enfants dans le système de protection de l'enfance n'est pas suffisamment, en tout cas selon moi, abordée d'un point de vue politique. Elle l'est d'un point de vue pratique, social, mais pas du tout d'un point de vue politique. Et l'exemple le plus récent que l'on peut avoir en tête, c'est les élections départementales. Typiquement, on a 340 000 mesures de protection de l'enfance dans notre pays, donc 340 000 enfants qui bénéficient d'une mesure de protection qui est mise en œuvre par des départements, puisqu'on a fait le choix de décentraliser cette compétence. Et dans le cadre des élections départementales, alors même que c'est l'un des plus gros budgets et que les actions que les élus départementaux, que les présidents ou présidentes de département vont mettre en œuvre auront des conséquences directes, concrètes dans la vie des enfants placés, ça n'a fait l'objet que de très, 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 très peu de débats. Et moi, c'est en cela où je pense que l'enfance est politique, c'est que quand on est placé dans les systèmes de protection de l'enfance, nous sommes directement sous la responsabilité d'élus, et du fait de cette invisibilité de ces récits, de ces parcours, de ces réalités, nous n'allons pas suffisamment loin dans notre manière de l'aborder. Ce que je voulais quand même dire sur ce sujet, c'est qu'il n'y a pas de fatalité en soi. Moi, je l'ai vu avec la lutte pour les enfants placés. On a commencé à prendre la parole dans les années 2012, 2013, 2014 pour justement contribuer au débat public, mais pas que, pour partager aussi notre expertise dans le placement qui n'était pas entendue à l'époque où nous étions des enfants, puisque en effet, du fait de cette représentation, la parole des enfants placés est relativement étouffée, on la minimise beaucoup, on considère que par absence de discernement, ça a été dit, par absence de maturité, notre propos et le poids qu'on va y conférer est moins important, ou en tout cas vaut moins que celui d'un adulte, et donc il a été très compliqué pendant des années de partir de cette expertise expérientielle que vivent les enfants placés pour améliorer les systèmes de protection de l'enfance, et notamment pour lutter contre la domination des adultes dans le système de protection de l'enfance qui, elle, est bien aussi réelle. Et donc, on a commencé à créer des collectifs, des associations d'anciens enfants placés, donc majoritairement de personnes adultes, et ça, c'est d'ailleurs un vrai problème, hein, que ce soit à nous, en tant qu'adultes, de devoir prendre cette place et tenir cette parole pour alerter la société dans son ensemble, hein, pas que le monde politique, hein, mais bien la société dans son ensemble sur ce que génère
la politique de suppléance parentale. Et d'ailleurs, petite parenthèse, c'est toujours bien de resituer la politique de protection de l'enfance comme n'étant pas une politique sociale, mais bien une politique de suppléance parentale, puisque c'est de cela dont il s'agit. Et c'est d'autant plus important, du coup, d'avoir des débats sur ces questions. Mais voilà, quand on a commencé, on s'est tout de suite rendu compte que même avec la parole que l'on pouvait porter étant adulte sur la vie que nous avions eue pendant l'enfance, eh bien, il y avait ce réflexe automatique des institutions de la minimiser, puisque la place à laquelle on parlait était celle d'être des anciens enfants placés. Donc, même adultes, parfois, on nous continue de nous infantiliser dans la manière dont on peut critiquer ou regarder le système. Parce que vous êtes des adultes considérés comme des ex-enfants encore plus que ouais, d'autres adultes. tout à fait, absolument, c'est exactement ça. Et là-dessus, donc on a noté tout de suite une crispation des institutions, hein, quelles qu'elles soient, hein, des associations, des services départementaux, parfois de certains magistrats, ça arrive, où on a tout de suite été regardé d'un mauvais œil finalement, puisqu'on s'est dit, parce que c'était la première fois, c'est très rare dans d'autres pays que des anciens de l'ASE prennent la parole. Je veux dire, ça ne s'est pas forcément vu auparavant, ça commence à se voir de plus en plus, mais justement parce qu'il y a eu tout ce processus collectif et ce travail qui a été mené de pédagogie, de sensibilisation, etc. Mais moi, ce que je déplore aujourd'hui, et je m'arrêterai là parce que sinon je vais continuer trop longtemps, mais ce que je déplore aujourd'hui, c'est qu'on n'écoute pas suffisamment la parole. On n'a pas créé, la loi a créé des cadres d'expression pour les enfants, pour recueillir leurs paroles, pour les faire participer à la vie publique, à la vie politique et à la vie aussi de leurs institutions. Et ces cadres-là, à ce jour, ne sont toujours pas mis en place. Moi, je pense au Conseil de la vie sociale, qui doit normalement être obligatoire dans tous les établissements de la protection de l'enfance et qui ont comme objectif de permettre aux enfants de se réunir, de se fédérer. Donc, c'est un peu une première expertise finalement d'organisation politique. Eh bien, ces conseils de la vie sociale, malgré qu'ils aient été rendus obligatoires en 2007, ne sont quasiment absolument pas appliqués aujourd'hui en France. Donc, on a la loi qui crée des espaces pour faire participer politiquement les enfants aux décisions qui les concernent et à l'organisation de leur environnement, de leur lieu de vie. Et ces espaces-là, malgré leur caractère obligatoire, ne sont pas mis en œuvre. Donc là-dessus, on a vraiment un vrai travail, non pas juridique à mener, parce que les lois sont très bien faites et on n'a pas forcément besoin de les modifier davantage, mais on a un vrai travail de sensibilisation de l'opinion publique. Il faut briser ce plafond de verre qui consiste à invisibiliser et à minimiser le propos des enfants, et notamment dans la sphère médiatique. Je pense que ça y contribuerait beaucoup si, dans les médias, nous avons l'occasion de voir beaucoup plus d'enfants participer au débat qui les concerne. Je pense ici aux sujets liés évidemment à leur propre protection, mais pas que ce soit l'écologie, que ce soit la justice, que ce soit l'école, etc. C'est toujours des adultes qui parlent à la place des enfants, et on n'entend jamais les enfants parler eux-mêmes de ces sujets-là, alors qu'ils ont énormément de choses à dire. Voilà, je suis désolé, j'ai été peut-être un peu confus, mais Non, c'est très bien, Lies, et c'est très bien. Alors juste, on reviendra tout à l'heure dans la dernière partie sur la question de la justice par et pour les enfants, donc ça ne répond pas complètement à ce que tu dis, mais on abordera un tout petit peu ces questions-là, je le dis pour les personnes qui nous suivent. Alors, on va peut-être maintenant enchaîner sur la deuxième partie, où Lies, tu as merveilleusement bien introduit certains éléments qu'on va aborder dans cette partie-là sur la façon dont les institutions prennent en charge les enfants. Avant du coup de laisser la parole à Anne-Laure, dont vous allez enfin entendre le son de la voix, juste, est-ce que Anne-Laure, tu peux nous dire avant qu'on enchaîne sur la partie 2 si tu as des questions dans le chat ou des questions il y a des remarques, mais je pense qu'effectivement, elle pourra être reprise sur quelqu'un qui fait remarquer qu'effectivement, il y a peut-être quand même des choses à redire sur la loi, mais je pense que l'IS parlait en particulier de ces fameux cadres qui organisent la participation des enfants aux décisions institutionnelles, etc. Ok, alors tu as la parole pour la partie 2. Je me mute.